Alors maintenant, on va faire le quiz. Alors le quiz, en fait, comme je t'ai dit au début, je l'ai mis là parce que des dossiers de troubles métaboliques, j'aurais pu en faire des dizaines parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent tomber, il y a des tas de choses importantes. En fait, j'ai essayé de mettre là, pas des choses pour coincer, j'ai essayé de mettre là les choses qu'il faut avoir comprises pour pouvoir s'en sortir dans un dossier de ce type-là. Alors, tu veux lire la première question ? On vous amène aux urgences un BPCO dyspnéique. Ces gaz du sang montrent une PO2 à 50 mm de mercure, une PCO2 à 60 mm de mercure. Quels éléments vous manquent pour savoir si vous appelez la réanimation ? Alors, est-ce que tu vois la question qui est sous-jacente, en fait ? C'est le signe de gravité en fait, de cette... Ouais, alors en fait, ce que je veux te faire dire avec ça, c'est que y a des BPCO qui ont ça comme gaz du sang de base et qui s'en portent hyper bien, qui tous les jours vont faire leur petit marché avec 62 capni et 50 de PO2 et à qui ça pose aucun problème. Tu as aussi des BPCO qui normalement ont des gaz du sang qui ne sont pas du tout comme ça et qui un jour font une décompensation grave et qui vont arriver avec ces gaz du sang-là, qui vont devoir aller en réa, peut-être même être intubés. Et donc, comment savoir, quand tu as des gaz du sang, si c'est les gaz du sang d'habitude ou si ce n'est pas les gaz du sang d'habitude? Alors, bon, le plus facile, c'est si ton patient il est compliant, il arrive avec ses gaz du sang sous le bras, malheureusement, c'est rarement le cas. Et en fait, le réanimateur te demandera, quand tu appelles pour ce genre de problème, c'est le pH. Parce qu'en fait, si jamais la PCO2 monte, le patient il va être acide. Et à ce moment-là, il y aura une compensation rénale, mais qui va mettre plusieurs heures ou jours à se faire. Donc si le patient arrive qu'il a 60 de PCO2, mais qu'il a un pH à 7,40, no stress. S'il a 2, mais qu'il a un pH à 7,20, gros stress. Ça veut dire qu'il fait une décompensation monstrueuse et que c'est clairement tout de suite la réanimation. C'est ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et bon, sont corrélés normalement les signes d'hypercapnie. C'est-à-dire si tu as l'habitude d'avoir 60 de PCO2, tu vas très bien. Si tu n'as pas l'habitude, tu es tout en sueur, tu as une HTA, etc., donc un astérixis. Donc voilà. Mais le plus important, c'est devant des gaz du sang comme ça, pH acide, c'est grave, pH normal, c'est moins grave, ou c'est pas grave. D'accord, c'est très bien. Voilà. Alors, ensuite, je t'écoute pour la suivante. Un patient a les gaz du sang suivants, pH 7,26, PO2 85 mm de mercure, PCO2 30 mm de mercure, bicarbonate 15 mmol de... Alors, moi j'ai mis que c'était déjà c'est une acidose métabolique, oui. Non compensée, puisque le pH est à 7,26. Oui, alors c'est partiellement compensé parce que un peu, 30 de PCO2, c'est pas tout à fait normal, mais oui, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on calcule? C'est le trou anionique. Oui. Donc... Très bien. Très bien. Alors, on va se le refaire pour ceux qui ont... Pour ceux au loin derrière la caméra, pour qui c'est moins clair. Alors, le trou anionique plasmatique, c'est moins Cl-. Juste, voilà. On mesure les anions indosés par ces techniques classiques dans le plasma. Donc la question 3, un patient en acidocétose diabétique qui a le bilan suivant. pH 7,20, natrémie 132, potassium 6, réserve à 10. Donc réserve, c'est pareil que les bicards. Créate 60. Donc on commente. Donc déjà c'est un patient qui est en acidose, pH 7,20, qui est une acidose métabolique avec une réserve à 10, avec une hyperkaliémie puisqu'il a une kaliémie à 6. Alors, je ne sais pas si tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, cette hyperkaliémie, c'est probablement une fausse hyperkaliémie, entre guillemets, enfin une hyperkaliémie de transfert, qui est causée à la fois par l'acidose et par la carence insulinique. Donc, je te répète, une variation de 0,1 du pH, variation de 1 millimol de la kaliémie. Voilà. Donc, c'était juste ça. Et sinon, il y a aussi l'hyponatrémie. En fait, c'est probablement une fausse hyponatrémie qui est en rapport avec l'hyperglycémie. Voilà, donc probablement que l'osmolalité plasmatique est normale ou augmentée. Alors, la formule permettant... Alors ça, les petites formules, il faut les connaître absolument. La formule permettant le calcul de la natrémie en fonction de la glycémie. Alors ça, c'est les fameuses questions de natrémie corrigée. C'est-à-dire, on a un patient qui a une hyponatrémie, par exemple, et une hyperglycémie, et puis on voudrait savoir, on n'a pas de quoi le calculer, l'osmolalité, ou voilà, on voudrait savoir si
c'est entre guillemets une vraie hypoanatrémie, c'est-à-dire s'il y a vraiment une hypoosmolalité plasmatique avec une hyperhydratation intracellulaire, ou si c'est juste quelque chose de normal et que finalement, si on prend en compte le sucre, l'ensemble et l'osmolalité est normale. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'anatrémie corrigée. Donc l'anatrémie corrigée, il y a 2 formules pour la calculer suivant que la glycémie est en millimoles par litre ou en grammes par litre. Soit c'est natrémie mesurée plus glycémie moins 5/3 si c'est glycémie en millimoles par litre. Soit c'est natrémie mesurée plus 1,6 fois la glycémie si c'est la glycémie en grammes par litre. Et ça permet juste de savoir, c'est-à-dire si la natrémie initiale était à 130 et puis quand on corrige en fonction de la glycémie c'est à 137, et c'est une autre manière d'apprécier en fait l'osmolalité plasmatique et de dire que en fait, ce patient il a une volémie intracellulaire qui est normale. Voilà. Alors ça, le volume, alors l'hypernatrémie avec les déshydratations extracellulaires, on va se le faire peut-être en dernier, parce que c'est toute l'hypernatrémie, je ne sais pas si on va avoir le temps. Alors, qu'est-ce qui détermine le volume extracellulaire? Ça, tu dois savoir. Le sel, bravo. Et le volume intracellulaire? Donc c'est l'eau. C'est l'eau, bravo. Ça doit vraiment rester jusqu'à ton dernier souffle. Ça doit rester, c'est hyper important. Les signes cliniques d'hypocalcémie, ça c'est dans tous les bouquins, hein, les paresthésies, tétanie, convulsions, le signe de trousseau ou de Chvostek, là, avec la main d'accoucheur, et surtout à l'ECG, c'est ça le plus important, l'allongement du QT. Alors, à quel endroit agissent les principales classes de diurétiques? Ça, c'est un peu utile quand même. Donc, on va juste faire vite fait le schéma. Alors, je dessine très mal. Donc, ça, c'est un petit néphron. Alors, hop là. Donc, il y a l'anse de Henle avec la branche ascendante large, tournée distale et le canal collecteur. Voilà, c'est un schéma hideux, mais bon, comme ça, il est fait. Alors, les différentes classes de diurétiques, il y a les diurétiques de l'anse, ça c'est facile, ça agit sur l'anse de Henle, mais sauf que c'est sur la branche ascendante large. Ça, c'est diurétique de l'anse. Après, le tube contourné distal, lui, il est la cible des thiazidiques. Et le canal collecteur, c'est l'aldostérone, les anti-aldostérones, genre l'aldactone, qui agissent à cet endroit-là. Voilà, les principales classes de diurétiques, c'est toujours sympa de savoir où ça marche. Et la dernière question, c'était comment corrige-t-on la calcémie en fonction de l'albuminémie? Alors ça, c'est hyper important parce que c'est très fréquent les patients hypoalbuminémiques en néphro, surtout quand ils sont avec un syndrome néphrotique ou dénutri. Donc ça, c'est la calcémie mesurée, plus 40 moins l'albumine fois 0,02. Voilà, donc ça, il faut vraiment bien le connaître, c'est hyper utile en pratique. Quand on est interne, on passe sa vie à corriger des calcémies. Sauf si on peut avoir la calcémie ionisée, mais voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour l'hypernatrémie, en plus on n'a plus de papier. Bon, sinon, l'hypernatrémie, c'est bien expliqué dans les 2 bouquins dont je vous en ai parlé. À la fois le bouquin de la collégiale qui est vraiment super et le bouquin des troubles hydroélectrolytiques là, qui est vraiment pas mal aussi, qui est très exhaustif parce que c'est vraiment... Voilà, donc il faut peut-être plutôt regarder dans le bouquin de la collégiale, mais si on veut avoir des heures diagnostiques sur à peu près tout ce qui existe jusqu'à l'hypermagnésémie, etc., c'est là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions. Non. Eh ben, je crois que c'est tout. Voilà. On a fini.